60 minutes. Win this game for one another. Les pronostics, et là, Grégory va afficher un grand sourire. Ah oui, c'est vrai. La semaine dernière, l'écart a continué de se creuser. 11 pour Grégory, 9 pour Raoul, 9 pour moi-même et 8 pour Raphaël. Au classement général, je suis derrière à 30. Raphaël et Raoul sont à 34. Donc ça va, je suis pas si loin que ça. Ça reste gérable. Et Grégory, tu es à 42. Ouais. Donc, c'est 8 points d'avance sur les premiers poursuivants. Voilà, c'est bien, mais en même temps, ça met la pression. C'est un festival. J'avais bien commencé l'année dernière, je me suis fait un petit peu rattraper après. Nous, on est en train de déjà réfléchir à comment on pourrait truquer les règles pour la fin de l'année, essayer de relancer le suspense, voilà, trouver un truc. Mais là, on a l'impression. Là, c'est la Ligue 1 pour l'instant. Il n'y a pas de. Voilà, moi, après 4 journées, 8 points d'avance au prono, c'est plus fort que le PSG. Là. Coup d'envoi jeudi à vendredi, 2h20 du matin. Brièvement, le match du jeudi vous sera peut-être passé quand vous nous regardez. Patriots 2 victoires, 2 défaites. Colts 1 victoire, 3 défaites. Julian Edelman est de retour. T.Y. Hilton est pas là, ça on le sait au moment où on enregistre. Donc a priori, ça sent quand même pas très bon pour Indianapolis. Ouais, Gronkowski qui devrait jouer, a priori, c'était plus ou moins officiel, mais ouais. Bah, les Patriots, quand même, ça me paraît relativement facile. Coup d'envoi dimanche à 19h. Bills 1 victoire, 3 défaites. Tennessee Titans 3 victoires, 1 défaite. Est-ce que Marcus Mariota est lancé par son bon match de la semaine dernière et que maintenant il va marcher sur Buffalo? Alors oui, après on a vu que la défense de Buffalo sur les 2 dernières semaines était pas ridicule. Ils perdent 22-0 à Green Bay, mais franchement la défense a même réussi à créer des turnovers. Donc voilà, contre un Marcus Mariota qui fait un coup bon, un coup mauvais, faut voir. Je serais pas étonné que Buffalo réalise de la surprise sur ce match-là. Je n'irai pas jusqu'à les parier, mais c'est vraiment, je pense que ça va être vraiment une équipe poil à gratter sur 2-3 matchs. Je pense qu'ils peuvent les embêter, mais Josh Allen, lui, va quand même plus souffrir et a priori sur l'ensemble, ça fait quand même. Et à côté, j'ai l'impression que Tennessee va peut-être se sublimer contre des grosses équipes comme à Jacksonville et contre Philadelphie. Contre des équipes un peu plus à leur portée, on ne sait jamais. J'y vais quand même avec Tennessee. Allez, Tennessee pour tout le monde. Steelers, 1 victoire, 2 défaites, 1 nul. Falcons, 1 victoire, 3 défaites. Ça aurait pu être une des affiches de la semaine si les Chiefs et les Jaguars n'avaient pas été si impressionnants depuis le début de l'année. Parce que ça ressemble déjà à un match coup près pour les deux équipes, en tout cas en termes de chances de playoff. Tomber à 1-4 pour les Falcons, ce serait très compliqué. Pour les Steelers, 1-3-1 dans une division où les Ravens et les Bengals sont pas mal pour l'instant. Ce serait compliqué aussi. On a 2 attaques à plus de 410 yards par match, 2 défenses qui prennent plus de 400 yards par match. Donc ça sent quand même le match offensif, même si c'est à Pittsburgh, donc ce ne sera pas dans le dôme des Falcons. Après, ça peut être un facteur qui fait baisser un peu les attaques, mais dans les faits, ça se présente quand même comme un duel offensif. Et dans cette config-là, je vais prendre les Falcons en ce moment. Ouais, je sais pas, ils prennent quand même beaucoup de points, les Falcons quand même. Oui, mais ça va bien tourner un moment. 37 points de moyenne sur les 2 derniers matchs de défaite, c'est quand même... Non, honnêtement, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y aura beaucoup de points et les 2 équipes, malgré tout, ont beaucoup de similitudes en attaque ou en défense. J'ai quand même la sensation que les Steelers, par le biais de joueurs comme TJ Watt ou ce genre de profil, peut peut-être créer des sacs, des turnovers, ce qui est un peu moins le cas du côté de cette défense d'Atlanta. Et tu le disais, ça reste du côté de Pittsburgh. Donc je donnerais quand même plutôt la préférence à Pittsburgh sur ce match-là. Bon, Falcons pour moi. Jets, 1 victoire, 3 défaites. Broncos, 2 victoires, 2 défaites. Est-ce que tu penses, je l'ai posé aux 2 autres mardi, mais je peux pas te demander, est-ce que les Broncos doivent changer de quarterback et mettre Chad Kelly? Ah bah moi je suis pour, mais de toute façon j'étais pas un Ben Wagoner de Case Keenum quand il est arrivé non plus, et on voit que il est capable de marquer des TD, mais il est aussi capable de se faire intercepter un paquet de fois. Et puis il a pas marqué de TD depuis 3 matchs surtout, donc voilà. Voilà. Après il y a le jeu au sol qui fonctionne, et alors moi je les mets vainqueurs sur ce match-là, mais parce que je vois pas grand-chose de la part des Jets depuis leur récital en première semaine, notamment défensif contre Détroit. Ça tâtonne un petit peu, alors c'est une mini surprise aussi, mais on sent qu'en attaque il continue de se chercher. Et voilà, Denver, je pense, a les défenseurs suffisants pour lui permettre de s'imposer. Sam Darnold est à un touchdown sur les 2 derniers matchs, donc c'est vrai que ça a ralenti un petit peu. Je vais dire Broncos aussi à cause de la défense. Chiefs, Jaguars, on a tous les deux dit Chiefs. Lions, et si vous regardez les vidéos coupées, donc je vous réfère à la vidéo de l'affiche de la semaine. Lions, Packers, 1 victoire, 3 défaites pour les Lions, 2-1-1 pour les Packers. Rivalité de division, des Lions qui se font marcher dessus depuis le début de la saison. Est-ce que les Packers vont enfin laisser un peu de temps à Aaron Rodgers et courir, profiter de ça et laisser un peu Rodgers reposer son genou? Je sais pas. Franchement, alors cette équipe des Lions, elle est capable de tout. On l'a vu avec leur victoire contre New England. Ils sont capables de mettre la pression sur Rodgers, surtout vu le niveau de la O-line de Green Bay. Et puis de l'autre côté, c'est vrai que leur run-stop est extrêmement mauvais, mais il n'y a pas de star au poste de running back pour les Packers non plus. Donc sur ce match-là, sur un match qui en plus reste un match de division, ça va sans doute se jouer sur un coup de dé.
J'y vais quand même vers Green Bay parce que meilleur fiche et Aaron Rodgers en effet, mais là aussi, à l'instar de Buffalo, à surveiller. Prudence. Browns, 1 victoire, 2 défaites, 1 nul. Ravens, 3 victoires, 1 défaite. Encore un gros test pour Baker Mayfield, avec en plus Jimmy Smith qui revient pour la défense des Ravens. Ils sont 3e sur les points, 2e sur les yards autorisés, Baltimore, donc ils ont toujours une très bonne défense, et ça va être un test pour Joe Flacco et les Ravens aussi, parce que c'est pas mauvais en défense en face avec Greg Williams. Donc ça pourrait être un match de costaud, on va dire, ou en tout cas acharné en défense avec des turnovers, et dans ce cas-là ça devient imprévisible. C'est ça va être un duel âpre de division. Cleveland a démontré lors de la première journée que dans un match intra-AFC Nord, même quand ils sont relativement lâchés au tableau d'affichage à domicile, ils arrivent quand même à revenir. Donc ce match-là, voilà, ça peut être un peu plus indécis. Il y a la victoire contre les Jets, il y a cette défaite qui s'est vraiment joué très peu à Oakland, parce que s'ils gagnent, c'est pas non plus un scandale absolu malgré 2 interceptions de Baker Mayfield. J'y vais quand même avec Baltimore, en effet, qui a sans doute une meilleure dynamique et qui pourrait enchaîner. Allez, Baltimore pour moi aussi. Panthers, 2 victoires, 1 défaite. Giants, 1 victoire, 3 défaites. Retour de semaine de repos pour Carolina avec Eric Reid qui sera pour la première fois aligné. Est-ce que l'attaque des Giants va pouvoir bouger face à cette défense des Panthers, ce qui n'est pas une des top défenses, mais qui est quand même du solide relativement. Et cette attaque des Giants, elle a quand même du mal. Raphaël nous en parlait mardi. C'est compliqué, ça joue court. Eli Manning lance plus loin ou ne peut peut-être même plus lancer loin. Donc ça s'annonce quand même très compliqué, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, alors, il y a un Eli Manning qui est en bout de course, il y a un Saquon Barkley qui va se heurter à un des meilleurs run-stop de la ligue. Donc voilà, pour un joueur qui est encore en apprentissage chez les pros, c'est un petit peu compliqué. Evan Ingram qui sera absent. Donc en plus, si tu rajoutes en effet la présence d'Eric Reid, ça va limiter les choix au niveau du jeu aérien. Voilà. Après, quand bien même on arriverait à mieux utiliser Odell Beckham, j'ai un peu peur que ça ne suffise pas trop. Carolina pour moi. Allez, Carolina aussi, et puis avec Christian McCaffrey qui sera une des curiosités pour confirmer son gros match d'avant la semaine de repos. Bengals, 3 victoires, 1 défaite. Dolphins, 3 victoires, 1 défaite. Les Bengals sont 4e sur les points marqués. Miami est complètement retombé sur terre contre les Patriots la semaine dernière. Plus de talent côté Bengals, a priori, quand même, sur les playmakers. Vontaze Burfict de retour aussi. Je mentionne les retours de suspension, il y en a pas mal cette semaine. Donc un joueur très productif quand même à côté des polémiques, donc qui rajoute une dimension à cette défense des Bengals. Sur le papier, moi j'y vais avec Cincinnati, ça me semble quand même beaucoup plus complet, quoi. Après, ça en revient à ce que je disais tout à l'heure sur les Falcons, mais malgré tout, même si les Bengals s'imposent à la dernière seconde à Atlanta, défensivement, ils ont été très très exposés pendant un petit moment. Et c'est sûr contre cette équipe de Miami qui, certes, a pris le bouillon sur un match, mais qui a démontré qu'elle était capable de profiter des erreurs adverses. Et on sait que du côté de Cincinnati, on est capable de faire des cadeaux, notamment en termes de flag. Voilà. Si Cincinnati ne se tire pas une balle dans le pied, j'y vais vers les Bengals, mais sait-on jamais. Je vais rechercher les stats des pénalités cette année parce que vous êtes tous très cruels sur l'indiscipline des Bengals. Mais honnêtement, ces dernières années, ça leur a pété la figure assez souvent. Ouais, mais est-ce que c'est le cas cette année Je vérifierai ça pour la prochaine émission. Il y a eu quelques flags en fin de match contre Atlanta. Dimanche à 22h05, Chargers 2 victoires 2 défaites, Raiders 1 victoire 3 défaites. C'est une bataille californienne. Est-ce que John Gruden peut enchaîner ? J'en suis pas persuadé. Après, les Chargers font partie de ces équipes qui vont montrer un visage séduisant une semaine et puis un visage beaucoup moins attractif la semaine d'après. Là, c'est sûr qu'Oakland montre du mieux offensivement. Derek Carr a été assez solide la semaine dernière. Marshall Lynch, surtout, commence à être enfin bien utilisé. C'est ce que j'allais dire. T'as trop été un hater. Bah, écoute, il est trop fraîche. Tant mieux maintenant. Pour les Raiders si John Gruden et Greg Olson arrivent à mieux l'utiliser, à mieux exploiter les failles, on dira, de la part de la O-line des Raiders. Mais contre les Chargers, je sais pas. Le run-stop me semble pas être hyper bluffant de la part de Los Angeles. Et ça reste encore et toujours, je le répète, un match de division. Donc, mais j'y vais quand même avec les Chargers à la maison. Chargers aussi. Coup d'envoi dimanche 22h25. 49ers, 1 victoire, 3 défaites. Cardinals, 4 victoires, 0 défaites. C'est un peu le duel 0 victoire, 4 défaites, tu voulais dire. Oui, 0 victoire, 4 défaites. Oui, dis donc, je leur ai mis un 4-0. Il y a des fans des Cardinals, ils étaient... Et du coup, j'ai fait une erreur dans le liner qui est en bas de l'écran. C'est la fête. Voilà, j'ai mal copié-collé. Donc, duel de la loose. Josh Rosen, t'a-t-il fait bonne impression quand même pour ses débuts ? Là, il aura plus d'opportunités face à San Francisco, a priori. Oui, honnêtement, ça a été assez correct. Après, on va pas lui demander sur son premier match. Mais il a laissé Arizona dans le coup pendant longtemps contre les Seahawks.
Là, à San Francisco, il a quand même affaire à une défense qui reste relativement correcte depuis le début de la saison, même s'il n'y a pas forcément, il n'y a pas énormément de playmakers encore. La principale interrogation pour moi, c'est l'attaque de San Francisco. Encore une fois, que va faire CJ Beathard contre cette défense d'Arizona, dont on a encore du mal à vraiment juger du niveau. Là-dessus, franchement, pour moi, ça a été un pile ou face. J'y vais avec les Niners à la maison, mais là encore, ça... Ouais, je serais pas étonné qu'Arizona se débloque là-dessus. En tout cas, Camille a remis les choses en ordre. Merci beaucoup. Réactivité totale sur le liner. Il me l'a remis à 0,4. Je vais dire 49ers aussi. 208 yards de moyenne en attaque pour les Cardinals. C'est le pire de la NFL. Je vais attendre un petit peu avant de... Leur line est tellement en dessous de tout que voilà, avec un peu de pression, ça devrait suffire pour les Niners. Eagles, 2 victoires, 2 défaites. Vikings, 1 victoire, 2 défaites, 1 nul. Ça aussi, ça aurait pu être une affiche de la semaine, puisque c'est quand même le remake de la finale de conférence. Oui, j'allais dire demi, mais finale de conférence. Les deux équipes sortent d'une défaite. Les Eagles sont quand même moins inquiétants, j'ai envie de dire, parce qu'ils se mettent en route. Il y a le retour de blessure de Carson Wentz, il y a beaucoup de retours de blessures. Les Vikings, eux, ils ont quand même une défense qui inquiète, avec Everson Griffin qui est absent jusqu'à nouvel ordre, a priori. Ça semble faire beaucoup. Ils n'ont pas vraiment de jeu au sol non plus. Donc ça s'annonce compliqué. Moi, c'est pour ça que je vais dire Philadelphie, parce que j'attends de voir que ça se remette en ordre de côté Minnesota sur ce qui était leur force l'an dernier. Ouais, je dirais Philadelphie également. C'est vrai qu'à domicile, pour l'instant, on les voit assez solides sur le run-stop. Après, ils jouent Atlanta qui se cherchait encore offensivement et Indianapolis qui n'avait pas Marlon Mack. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'ils ne montrent pas le même visage sur le run-stop et ça peut clairement limiter les chances de Minnesota. Et puis, tu le disais. Après, défensivement, ils ont quand même 10 jours pour s'ajuster. Oui. Ils vont peut-être montrer autre chose, mais à Philadelphie quand même. Seahawks, 2 victoires, 2 défaites. Rams, 4 victoires, 0 défaites. L'attaque la plus productive de la ligue sur les yards, c'est les Rams, 468,5 yards par match. Contre les Seattle Seahawks, qui vont jouer pour la première fois depuis longtemps sans aucun membre de la Legion of Boom. Je ne sais pas si c'est... Camille validera peut-être pour moi. Je ne sais pas si c'est ils ont joué des matchs sans les trois ces dernières années. Non, c'est ça. Donc il y avait toujours au moins des trois. Bon, donc Cam Chancellor, Richard Sherman et Earl Thomas. Byron Maxwell, c'est fini. Oui. Et Jeremy Lane non plus. Donc ça semble quand même plutôt déséquilibré, que ce soit en attaque ou en défense, j'ai envie de dire, parce que les Seahawks ont encaissé déjà 16 sacs. Ils sont 30e, alors que les Rams sont premiers sur la pression sur le quarterback adverse, plus de 40% des snaps avec la pression. Donc ça s'annonce compliqué pour leur défense, ça s'annonce compliqué pour Russell Wilson. On a dit mardi qu'on attendait un match référence de la défense des Rams. Peut-être être celui-là. Ouais, alors je le disais en off, c'est vrai qu'en plus Russell Wilson a rarement de la chance quand il croise la route d'Aaron Donald, qui finit généralement un ou deux sacs quand il croise la route des Seahawks. Et là, c'est vrai que même sans des onside linebackers hyper performants, ils sont capables de mettre énormément la pression. Et ouais, j'y vais avec les Rams là-dessus. Les Rams aussi. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin. Je tiens à dire, parce que j'ai remarqué, le Sunday Night Football est kidnappé par les Cowboys, quel que soit leur niveau. Parce qu'on a dit, ça aurait pu être l'affiche de la semaine, ça aurait pu être l'affiche de la semaine, ça aurait pu... Et on se retrouve avec un Texan Cowboys en Sunday Night Football, qui est censé être le prime time prestigieux du dimanche. Excusez-moi. C'est un derby, il y avait la hype d'Ishan Watson. J'en ai ras-le-bol qu'on essaie de nous gaver des Giants ou des Cowboys sur les matchs prestigieux. Ça, c'est vrai. Time. Ça, c'est vrai que Giants, Cowboys, on en mange beaucoup en prime. Après, si c'est des équipes qui font des grosses audiences en prime, on va pas dire non. Ouais, ça reste la team américaine. Après, moi, j'ai envie de te dire... Alors, tant pis pour les ricains, que ce soit le match prestigieux en prime time et tout. Tant mieux pour nous, ça nous laisse des super matchs à 19h. Oui, non, c'est sûr. Donc, affiche Texan qui squatte le Sunday Night. Est-ce que la bonne défense des Cowboys va continuer à mettre Deshaun Watson au supplice? Il a déjà pris 17 sacs. Il est parti sur un rythme d'enfer au niveau du mangeage de pelouse. C'est David Irving qui revient de suspension. Je mélange les noms. C'est possible, je vais pas dire de bêtises. Il y a un defensive tackle des Cowboys qui revient de suspension. Donc voilà, ça va être compliqué. Ils mettent des yards en attaque, les Texans. Donc il n'y a rien d'impossible, mais Dallas semble quand même plus homogène, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. Après, c'est sûr que le match-up que tu exposais, une O-line des Texans qui est extrêmement friable, contre DeMarcus Lawrence qui reste depuis ces derniers mois une grosse menace sur le pass rush. Il y a quand même un run-stop assez solide, notamment au niveau des linebackers du côté de Dallas, même si ça se voit un peu moins que précédemment, contre un jeu au sol des Texans qui, là aussi, n'aide pas énormément Deshaun Watson.
ça peut être des éléments assez rédhibitoires. Après, de l'autre côté, on voit que Dallas, d'un point de vue pass pro, c'est pas parfait non plus. Et avec la carburation d'un J.J. Watt depuis le début de l'année, on pourrait avoir très peu de points sur ce match-là. Ouais. Parce que voilà, que ce soit Dak Prescott ou Deshaun Watson depuis le début de la saison, c'est pas extraordinaire. Mais j'y suis quand même allé sur Houston. Là encore, avantage à l'équipe qui joue à domicile sur des rencontres assez équilibrées. Mais attention, Dallas a fait le plein de confiance avec sa victoire au forceps contre Détroit. Ouais, moi je vais dire Dallas sur la confiance, sur le fait qu'ils soient un peu plus équilibrés. Mais Houston s'est relancé aussi, hein. La victoire en prolongation à Indianapolis, ça fait du bien. Ouais. Mais je vais dire Dallas, mais c'est un pile ou face, honnêtement. Le Monday Night Football, ce sera Saints, 3 victoires, 1 défaite. Redskins, 2 victoires, 1 défaite. Mark Ingram de retour de suspension. Drew Brees a besoin de 201 yards pour passer Peyton Manning pour le plus de yards à la passe dans l'histoire. Donc, a priori, ce sera pour ce match, ce sera à domicile. Sauf blessure. Voilà, sauf blessure. Du bois. Donc les Saints sont quand même assez favoris. Les Redskins reviennent d'une semaine de repos. Ils ont quand même des armes en défense avec Daron Payne, Jonathan Allen, on en avait parlé, qui avait fait un bon match avant la semaine de repos. Adrian Peterson peut sortir un bon match. Il y aura peut-être un peu d'esprit de vengeance en plus contre les Saints qui l'ont lourdé l'an dernier et ça s'était pas très bien passé. Alex Smith peut aussi être régulier quand il y a une défense qui est pas top comme les Saints actuellement en face. Est-ce qu'on pourrait avoir une surprise ? Alors on voit que les Saints sont extrêmement friables depuis le début de la saison sur le jeu à la passe, en tout cas contre les quarterbacks hyper performants, parce que Eli Manning ça n'a pas sauté aux yeux, mais avant les Fitzpatrick, Ryan et compagnie s'en étaient donné à cœur joie. Alex Smith a la capacité, mais après est-ce qu'il a vraiment un receveur capable sur la durée de vraiment mettre à mal ce backfield défensif des Saints? J'en suis pas persuadé. Et puis voilà, après tu le disais, c'est vrai que le retour de Mark Ingram, ça va peut-être déjà laisser un peu plus de liberté à Alvin Kamara. Qui est déjà bon. Hein. Voilà, qu'on avait déjà pas mal, mais voilà, il va pas se cantonner uniquement au backfield offensif, il va peut-être encore plus aller voir à gauche à droite. Et c'est sûr que voilà, ça ajoute une menace supplémentaire et je suis pas sûr que d'un point de vue talent, les Redskins vont réussir à tenir. Gros match-up en tout cas entre Josh Norman et Michael Thomas, ça va être assez intéressant à voir. C'est vrai, ça va être une des belles oppositions de la semaine. Du coup, tu donnes... je n'arrive pas à le dire. Les Saints. Allez, les Saints pour moi aussi. Au repos cette semaine, les Bears, 3 victoires et 1 défaite. Et les Buccaneers, 2 victoires, 2 défaites. Les Bears se reposent de leur succès. Les Buccaneers se reposent de leur défaite. Évidemment, on passe au code de la semaine.